Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire de la comptabilité approfondie. Alors on va vraiment approfondir. L'idée c'est de prendre du recul par rapport à la comptabilité telle que vous la connaissez. On va essayer de comprendre la normalisation comptable internationale et pour ça on va voir ensemble la distinction, l'opposition entre ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours le modèle comptable continental et le modèle comptable anglo-saxon. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre ce qui fait que la comptabilité est ce qu'elle est. On parle ou pas de comptabilité internationale, donc quel que soit le pays, la comptabilité est dans un premier temps ce qu'on appelle un construit social. Il faut comprendre que la comptabilité dans chaque pays dépend de l'histoire de ce pays. Et en particulier, qu'est-ce qui va influencer la comptabilité? Ça va être par exemple le droit. On a des pays avec une organisation juridique, un type de droit assez différent. Et on se rend compte, et on va vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer après, on se rend compte que du coup la comptabilité est impactée. Ce qui va avoir un impact aussi, c'est l'histoire. Même si on a une histoire mondiale, avec en particulier une première guerre mondiale et une deuxième guerre mondiale, tous les pays n'ont pas vécu de la même façon la guerre, surtout quand d'un côté on a des gagnants et des perdants. Le mode de financement de l'économie est aussi un facteur important qui va expliquer comment la comptabilité se construit. On se rend bien compte que lorsque on a un financement de l'économie majoritairement par le secteur bancaire ou majoritairement par le secteur boursier, la comptabilité va prendre en considération les emprunts ou les appels, les offres publiques d'achat ou les émissions d'actions, pardon, d'une autre façon. Et puis après, c'est un ensemble, c'est un ensemble de trois grandes dimensions, on va dire. D'un côté, le monde des affaires. Est-ce qu'il est organisé, pas organisé? Quel rôle il peut avoir par rapport à la fiscalité? Et aussi, surtout, quel rôle il va avoir avec l'État? Donc c'est un petit peu un équilibre entre ces trois rôles, l'État, la fiscalité, le monde des affaires. Et donc en fait, tout ça et bien encore plus fait que la comptabilité est ce qu'on appelle un construit social. Elle dépend donc naturellement du pays, de l'histoire du pays, de l'économie dans laquelle elle s'est développée. Au niveau international, on a depuis les années 70 eu comme objectif d'aller vers dans un premier temps, harmonisation comptable internationale. C'est une harmonisation, ça veut dire qu'on a essayé à partir des années 70 de trouver à rapprocher les normes comptables les unes des autres, qu'elles ne soient pas trop différentes, parce que faire la comptabilité en Chine, au Japon, en France ou aux États-Unis, ça ne soit pas complètement différent. Donc il n'y a pas de souci, on y arrivait, on avait quand même des bases communes, hein, on a quand même une histoire commune, puisque on a développé la comptabilité avec au départ à peu près les mêmes connaissances de comptabilité en partie simple et de façon plus moderne et plus conforme à ce qu'on pratique aujourd'hui de la comptabilité en partie double. Mais après, on a des petites différences sur ce qu'on appelle un actif, un passif, produit, charge, des écritures un peu différentes. Lorsqu'on a fait ce travail d'harmonisation comptable internationale, c'était en fait une première étape pour aller vers plutôt une deuxième étape qui est la normalisation comptable internationale, c'est-à-dire qu'avoir un jeu de normes reconnu internationalement. On peut considérer qu'aujourd'hui, on a abouti à cette normalisation comptable internationale, avec maintenant l'objectif pour certains, qui commencent à entendre parler, on parle de standardisation comptable internationale, c'est-à-dire qu'essayer d'avoir vraiment les mêmes règles comptables partout dans le monde. Alors, les travaux préalables à cette harmonisation comptable ont été de comprendre toutes les comptabilités. Alors, pas seulement avec des problèmes de langue différentes, mais après des problèmes de
concepts différents, d'objectifs différents, de visions de ce qu'était la comptabilité différentes. Et dans ce domaine-là, il y a 2 chercheurs qui font référence et qui me serviront à expliquer la suite, qui sont Christopher Nobbs et Robert Parker, donc qui mènent des travaux et qui publient leurs travaux régulièrement. Et en particulier, il y a un ouvrage de référence qui s'appelle Comparative International Accounting, où justement ils cherchent à bien comprendre toutes les comptabilités et à les comparer pour identifier quelles sont les différences. Et puis, du coup, une fois qu'on connaît les différences, mais on sait dans quelle direction on veut aller pour aller vers une standardisation comptable internationale. Les travaux de recherche font donc apparaître 2 modèles comptables, le modèle continental et le modèle anglo-saxon, qu'on part déjà sur des bases communes, que vous arriviez un petit peu à localiser un petit peu. Donc dans le modèle continental, vous prenez l'Europe et vous prenez que la partie continentale de l'Europe. Donc on enlève des îles, je ne sais pas si vous voyez de quelles îles je parle. Et donc on va retrouver l'Italie, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède et c'est pas tout à fait le même continent, mais on retrouve aussi le Japon. Je vous ai parlé de comptabilité qui est un construit social et de l'influence de l'histoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était allié avec l'Allemagne. Et donc en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont noué des relations et que la comptabilité du Japon en particulier était influencée. De l'autre côté, donc dans le modèle anglo-saxon, mais en fait on va retrouver les pays qui parlent anglais de façon assez caricaturale et simpliste. Donc on va avoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Canada, États-Unis, Pays-Bas. Alors je caricature, je ne mets pas tous les pays, mais le point de départ c'est quand même ça. D'un côté plutôt l'Europe, sans la Grande-Bretagne et l'Irlande, et de l'autre côté, Grande-Bretagne, États-Unis et tous ceux qui parlent anglais. Alors, qu'est-ce qui va différencier ce modèle continental et ce modèle anglo-saxon? Première chose, d'un côté, on a ce qu'on appelle une approche macroéconomique, c'est-à-dire qu'en fait, la comptabilité, elle a été vue comme comme un outil en fait de comptabilité nationale, sortir des statistiques au niveau d'un pays et considérer en fait que ce qui nous intéressait, c'était pas la vision interne de l'entreprise, mais la vision globale à l'extérieur de l'entreprise, considérer un petit peu l'entreprise comme une boîte noire. Et donc c'est comme ça que dans ce modèle continental dont il y a la France, donc en France, on a par exemple dissocié la comptabilité financière, qui est donc bien destinée aux tiers et qui ne donne pas d'indication sur comment l'entreprise est gérée, de la comptabilité de gestion, qui s'est développée et qui va vers du contrôle de gestion, comptabilité de gestion qui est là pour donner la comptabilité justement de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Par opposition, vous vous doutez bien que dans le modèle anglo-saxon, on a plutôt une approche microéconomique. Et donc, si on parle de cette dichotomie entre comptabilité financière et comptabilité de gestion, on ne la retrouve pas dans le modèle anglo-saxon. On a plus ce qu'on appelle une comptabilité intégrée, où on va retrouver des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Cette approche en fait microéconomique, elle vient du fait que le monde des affaires était prépondérant, a une influence forte et avait besoin d'un outil de gestion. Et donc c'est comme ça qu'on a 2 approches différentes. Deuxième élément caractéristique qui va dissocier le modèle continental et le modèle anglo-saxon, c'est le poids qui a guidé la comptabilité. Dans le modèle continental, c'est l'impôt. On a deux moments forts, oui, en particulier. On a par exemple en France, 1917, la réforme de l'impôt sur le revenu. On est pendant la guerre mondiale, on a besoin d'aller chercher des financements. Et donc, lorsqu'on réforme l'impôt pour devenir un impôt sur le revenu, on base à ce moment-là le revenu fiscal sur le revenu comptable. C'est-à-dire qu'on dit, pour calculer le revenu fiscal, on va déjà calculer le revenu comptable pour le faire évoluer. Donc forcément, on a une influence de la comptabilité par la fiscalité, par la recherche de l'impôt. Dans le modèle anglo-saxon, c'est pas l'impôt qui est influencé, c'est vraiment le monde des affaires. On a dit qu'on avait vraiment un poids important de ce monde des affaires. Et on va le retrouver aussi dans d'autres critères. Et donc du coup, c'est ce monde des affaires, ce monde du financement, de recherche de profit, qui a influencé la construction de la comptabilité.
Autre point différenciant entre le modèle continental et le modèle anglo-saxon, qui est un peu plus ancré, on va dire, dans les pays, c'est la nature du droit. Dans le modèle continental, on est inspiré, influencé par un droit romain qui avait comme particularité d'être un droit écrit. L'idée du droit romain, c'est j'écris les textes et après j'explique les textes, avec une hiérarchie forte des différentes sources de droit et une prédominance importante de la loi. Donc dans le droit romain, dans le modèle continental, ce qui va être important, c'est la loi. Par exemple, en France, alors on n'en a pas beaucoup, en comptabilité on en a une, mais qui fait référence, qu'on appelle, c'est une loi qui date de 1983, et comme elle fait référence, on l'appelle même la loi comptable. Il n'y en a qu'une, elle traite que de comptabilité. Dans le modèle anglo-saxon, si on prend le droit anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle un droit coutumier, c'est plus un droit oral. Et donc dans ce cas-là, en fait, c'est les us, les coutumes qui réglementent la vie de tous les jours. Et comment ça se déroule? Bien, en fait, lorsqu'il y a un conflit, il y a la justice qui va donner une décision de justice, c'est la jurisprudence, et c'est cette jurisprudence qui va réglementer la vie des affaires. Donc cette distinction entre du droit écrit, du droit romain et du droit coutumier, du droit oral, fait qu'on a une construction de la normalisation comptable qui est assez différente. Quatrième élément, on l'a un petit peu dit, mais c'est un petit peu différent, je précise un petit peu les choses. On a parlé dans le modèle anglo-saxon du poids des affaires, l'influence du monde des affaires. Au niveau du financement de l'économie, on a deux modes de financement qui sont sensiblement différents. En caricaturant, dans le modèle continental, on a une prépondérance du financement par le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle a besoin de trésorerie, si elle a besoin de financement, elle va aller voir son banquier. Alors que dans le modèle anglo-saxon, le financement des affaires se fait majoritairement par le marché financier. Une entreprise va naturellement se tourner vers la bourse pour aller relever des capitaux dans le modèle anglo-saxon, ce qui n'est pas le réflexe dans le modèle continental. Tout ça fait qu'on va trouver d'un côté dans le modèle continental une connexion forte entre la comptabilité et la fiscalité. Je vous ai donné l'exemple du financement de la réforme de l'impôt sur le revenu. C'est vraiment ça. C'est en France, on va dire, on a un alignement de la fiscalité sur la comptabilité. Ça se retrouve aussi dans l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y aura une règle comptable, et bien souvent, la règle fiscale peut être impactée. Et de la même façon, en situation inverse, lorsqu'on aura une règle fiscale, elle va avoir tendance à impacter, pas forcément la règle comptable, mais tout au moins la pratique comptable, et donc la présentation des comptes en sera impactée. On ne retrouve pas de tout ça dans le modèle anglo-saxon, où on a une indépendance complète entre la comptabilité et la fiscalité, avec des organismes complètement indépendants, avec des travaux indépendants. Et donc, lorsqu'on doit payer ses impôts, on ne vous demande pas votre comptabilité. Et enfin, vous l'aurez vu déjà pour le modèle continental, petite précision, en France, dans le modèle continental, donc en France et les autres pays, la normalisation comptable se fait par l'État. En France, on a l'autorité des normes comptables, c'est bien un organisme gouvernemental, et donc c'est ces organismes gouvernementaux dans le modèle continental qui normalisent la comptabilité, qui disent comment est-ce qu'on doit faire la comptabilité. Dans le modèle anglo-saxon, en fait, ce sont les organismes professionnels, donc la profession comptable qui s'est organisée et qui normalise sa pratique comptable. Donc on a une auto-régulation de la profession comptable, de ses propres pratiques. Et donc là, on se rend compte que on n'a pas du tout les mêmes influences. Lorsqu'on est dans le modèle continental, comme on a l'État qui prend en compte la normalisation, eh bien la comptabilité devient quelque part un outil de politique économique, ce qu'on n'a pas du tout dans le modèle anglo-saxon. C'est plutôt en fait les forces en pouvoir, ce qui va influencer la profession comptable, les clients qui vont plutôt faire évoluer la comptabilité par rapport à leurs propres pratiques. On a, suite à cette compréhension, on a quand même harmonisé. On a harmonisé au niveau européen, on a harmonisé au niveau international. Et donc, cette volonté d'harmonisation, quand même, montre des difficultés. Et en particulier, je vais vous donner un exemple qui est assez caricatural et représentatif de cette difficulté d'harmonisation.
Donc au niveau européen, on a harmonisé dans un premier temps avec des directives européennes. La 4e directive européenne sur les comptes sociaux et la 7e directive sur les comptes consolidés. Et en fait, comment est-ce qu'on a procédé? On était encore dans la phase, on est en 73-78, on est encore dans la phase d'harmonisation. Donc en fait, on a récupéré toutes les normes de tous les pays européens et on a essayé de faire un texte, de faire une directive qui englobait toutes les possibilités, toutes les normes qui existaient. Alors évidemment, on a essayé de faire des efforts d'intégration de tout ça, et ce qui fait qu'on a essayé, entre autres en France, d'intégrer des notions anglo-saxonnes qui étaient dans les directives européennes, qui ont été intégrées dans les directives européennes, et donc on a intégré des notions anglo-saxonnes dans la comptabilité de chaque pays. Et dans la comptabilité française en particulier, il y a une notion qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est parfois toujours un petit peu problématique, mais qui nous montre bien les difficultés de normalisation liées à des modèles comptables différents, c'est la notion de True and Fair View. True and Fair View a été intégrée dans notre normalisation comptable française par une image fidèle. Alors, faut comprendre ce que veut dire True and Fair View. C'est une vision, c'est une image vraie et juste. Vraie et juste. En France, avant cette intégration de True and Fair View, on disait que la comptabilité devait présenter des comptes réguliers et sincères. Sincère, ça ressemble un petit peu à juste. Mais en fait, du coup, on s'est retrouvé en France avec des comptes qui doivent présenter une image fidèle et des comptes réguliers et sincères. Donc en fait, on a des notions qui se télescopent un petit peu, et le mot français, la façon dont ça a été traduit, pose des questions régulièrement de compréhension, puisque quand on parle d'image fidèle, sans préciser si c'est une ou l'image fidèle, eh bien on peut se poser la question de comment se fait-il que si on a deux comptables différents avec a priori la même réglementation, pourquoi est-ce qu'on n'aboutit pas au même compte? Donc, faut que vous vous rendiez compte que ces différences au départ de modèles entre modèle comptable continental et modèle comptable anglo-saxon, même si elles peuvent paraître minimes, eh bien, elles créent quand même des freins importants vers une standardisation comptable au niveau européen et évidemment aussi au niveau international. Au niveau international, on a encore des difficultés. On est quand même arrivé cependant à déterminer un référentiel avec un organisme assez reconnu. Donc ce référentiel aujourd'hui international a changé de nom. Ce n'est plus un référentiel de normes comptables, c'est un référentiel de normes de présentation d'informations financières. C'est le référentiel IFRS, International Financial Reporting Standard. Il est cependant adopté de façon partielle seulement en Europe. Il y a un certain nombre de normes encore qui n'ont pas été adoptées parce qu'un peu trop éloignées de notre modèle comptable continental. On a en plus une concurrence qui reste forte avec le référentiel comptable américain. Les Américains aimeraient bien en fait que, malgré les efforts internationaux de normalisation, aimeraient bien que le référentiel soit le référentiel sur toute la planète. Et on a quand même fait le choix, pour minimiser les freins, de réserver ce référentiel uniquement en compte consolidé. Quoi qu'il en soit, ce référentiel aujourd'hui, il existe. Il sert de référence pour une partie des entreprises qui veulent chercher des capitaux. Il faut être clair sur le fait que ce référentiel est quand même d'influence et de modèle plutôt anglo-saxon, avec en particulier l'existence d'un cadre conceptuel, et c'est ce qui fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va quand même vers une standardisation et on essaye de faire la part de choses et de limiter les différences entre modèle continental et modèle anglo-saxon. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer les principales différences entre comptable continental et anglo-saxon. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de réflexion, de recul par rapport à ce que vous avez pu lire, ce que vous avez pu faire. Si vous avez aimé, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire une prochaine vidéo sur le cadre conceptuel qui va compléter un petit peu cette notion de normalisation comptable internationale. Je vous souhaite bon apprentissage, bon courage et à bientôt.